J'ai souvent posé moi-même la question, qu'est-ce que Denis Sassou Nguesso, qu'est-ce que le PCT, qu'est-ce que le pouvoir doit encore faire de plus pour que les Congolais se disent maintenant ça suffit, qu'ils prennent conscience et qu'ils brisent les chaînes mentales et qu'ils fassent le job. Et le job, c'est la révolution du fleuve, car le fleuve symbolise notre colonne vertébrale. Et autour du fleuve, nous bâtirons la nouvelle nation et la nouvelle république. Bonjour, Monsieur Didier Moigny-Volo. Bonjour, Monsieur Christian Perrin, et merci pour cette invitation. Vous êtes spécialiste des relations internationales, porte-parole du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Merci d'avoir encore accepté cette interview qui portera sur l'analyse des résultats des législatives 2022 au Congo-Brazzaville. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Bonjour ou bonsoir à vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles téléspectateurs. Merci d'avoir encore choisi votre canal KLR TV. Alors, likez, partagez, mais surtout, n'oubliez pas de cliquer sur les étoiles pour soutenir financièrement votre canal d'information. Si vous nous avez rejoint pour la première fois sur KLR TV, ne manquez donc pas de vous abonner pour être prévenu de nos prochaines productions. Je suis Christian Perrin. Monsieur Didier Moigny-Volo, nous allons parler des résultats de la dernière consultation électorale au Congo-Brazzaville, notamment le scrutin des législatives 2022. Dans un premier temps, j'ai bien envie de vous poser une question que voici. Pourquoi les Congolais continuent-ils à aller aux élections organisées par le Parti congolais du travail malgré les multiples expériences amères depuis le retour de Denis Sassou Nguesso au pouvoir par coup d'État? Écoutez, Monsieur Perrin, c'est une question difficile à laquelle on a du mal à trouver des réponses parce que, vous savez, sur votre chaîne, j'ai souvent posé moi-même la question, qu'est-ce que Denis Sassou Nguesso, qu'est-ce que le PCT, qu'est-ce que le pouvoir doit encore faire de plus pour que les Congolais se disent maintenant ça suffit? À quel moment ils diront, je répète encore cette phrase-là, enough is enough. À quel moment? Évidemment, pourquoi ils vont encore aux élections, c'est-à-dire pourquoi il y a des candidats et pourquoi il y a des électeurs. Parce qu'une élection suppose des candidats et des électeurs. Mais pour les électeurs, c'est ce que vous avez vu, c'est-à-dire le partage de l'argent. Donc, c'est le moyen le plus facile pour avoir de l'argent. C'est une des rares occasions de se faire les poches, c'est ça? C'est une rare des occasions, mais se faire les poches, je pense que si je ne me trompe pas, c'est sur votre chaîne où je disais, mais c'est votre argent à vous. Et vous pouvez avoir 1000 fois plus, 10 000 fois plus si vous vous révoltez, si vous faites la révolution pour mettre en place un système politique qui protège toutes les populations dans un vrai contrat social et dans un vrai contrat républicain. Or là, au lieu, c'est un peu l'histoire de la cigale et la fourmi un peu inversée, c'est-à-dire que au lieu d'aller travailler, on préfère chanter pour aller quémander à manger. C'est-à-dire, au lieu de faire la révolution, on préfère rester à la maison, attendre une élection pour aller faire la courbette derrière les candidats qui viennent vous donner 2 000 francs, 5 000 francs, 10 000 francs, quand on sait même que le niveau de vie au Congo déjà, avec 10 000 francs, même si vous êtes une famille de 2-3 personnes, vous ne mangez pas une semaine. Alors, avec l'inflation galopante aujourd'hui, même au Congo, ce n'est pas la peine. Donc, les gens vont voter parce qu'ils ont besoin d'argent. Hein, voilà. Mais ça, c'est aussi une pauvreté mentale et une pauvreté intellectuelle. Parce que ceux qui ont été à l'école, ceux qui ont appris, ils doivent dire aux autres, non, cette façon de faire, ça ne marche pas. Et pour les candidats, mais vous avez vu, même de la diaspora, des gens ont couru au Congo pour être candidats, mais parce que au Congo, le seul employeur reste la politique. Donc, soit vous faites là. Et d'ailleurs, si vous regardez sur les réseaux sociaux, il y a un autre employeur au Congo qui a fait faillite. C'est la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie ne fait plus recette. Donc, elle a fait faillite, c'est-à-dire? C'est-à-dire que quand vous regardez sur les réseaux sociaux, les Congolais disent de plus en plus être déçus par la franc-maçonnerie et repartir vers l'Église catholique, en tout cas vers le christianisme, qui était leur religion de base, parce que jusque-là, il faut être franc-maçon pour avoir droit de cité, c'est-à-dire pour avoir accès
à une intégration sociale, à un boulot, à une place dans la société, aux moyens financiers et ainsi de suite. Alors, semble-t-il que ça ne fait plus recette. C'est pour ça que j'utilise ce mot. Hein, à l'image d'une entreprise qui ne peut plus embaucher, qui ne peut plus vendre ses produits, eh ben, l'entreprise fait faillite. Donc, la franc-maçonnerie fait faillite, mais il y a un placement sûr. Hein, si je peux, je ne suis pas un spécialiste de la finance ou de la finance internationale, mais si on peut avoir un placement sûr, c'est la politique. C'est pour cela que ça cristallise autant de tensions. C'est pour ça qu'il y a un tel engouement, hein, que ce soit du côté des candidats ou des électeurs, parce que le fantasme de 5 millions de francs CFA, quoi, comment on appelle ça, des rémunérations de députés, le fait d'avoir une voiture, d'avoir une place dans la société. L'ascenseur social au Congo est maintenant garanti par la politique. Voilà. Donc, et donc, c'est ce qui explique finalement les candidats que vous avez tout à l'heure révélés, les gens qui vivent à l'étranger depuis des décennies, mais qui partent souvent se présenter là-bas comme candidats aux législatives. Je vous donne des exemples concrets, hein, de ce qui s'est passé. Par exemple, il y a eu des débats à Makabana, et quand ce monsieur qui a été viré des listes, des listes de candidatures, qui s'est plaint. Mais vous imaginez qu'un candidat aux législatives paye une caution de quoi? De 1 500 000 francs CFA. 1 500 000 francs CFA. Oui. 1 500 000 francs CFA. Et vous imaginez que ce monsieur dit, je suis paysan, j'ai tout vendu pour payer ma caution et être candidat. Mais comment on peut fantasmer comme ça? Quand on est paysan, on a ses plantations et qu'on a 1 million de francs CFA, pourquoi ne pas investir dans ces plantations, mais plutôt dépenser tout vendre en plus pour être candidat dans une élection où on sait que les députés seront nommés par le président de la République et qu'on va perdre? Vous avez dit les députés qui seront nommés par le président de la République. Je suppose que c'est Denis Sassou Nguesso, c'est de lui que vous faites allusion. Alors, vous avez probablement pris connaissance des résultats des dernières élections législatives, puisque c'est de cela que l'on parle ici. Est-ce que ça a été une surprise pour vous? C'est une surprise pour personne. Dès le premier tour, M. Perrin, le PCT de Denis Sassou Nguesso rafle 103 députés sur 151 députés à l'Assemblée. C'est une grande première, hein, même dans tous les pays du monde, même quand le président a le vent en poupe, comme on dit, et qu'il va racler la majorité des sièges, au premier tour, il ne peut pas avoir la majorité absolue, dès le premier tour. C'est-à-dire obtenir les 2/3 des sièges dès le premier tour. On n'a jamais vu ça dans l'histoire. Sans alliance, voilà. Sans alliance, sans rien, on n'a jamais vu ça dans l'histoire d'une démocratie. Donc, rien que ça donne une lecture, mais vraiment désolant de la situation du Congo. Mais de toute façon, au CRC, on a toujours dit, une élection dans une dictature ne sert à rien. Et ce qui s'est passé pendant cette élection vient confirmer nos observations, vient confirmer le fait que nous le disons à chaque fois et nous le répétons aujourd'hui. La seule sortie, c'est que le peuple congolais puisse prendre conscience, puisse casser les chaînes mentales de cet abrutissement et se révolter contre ce pouvoir, parce que je ne vois pas quelle solution on peut encore avoir. Il n'y en a pas. Alors, Monsieur Mweli Volo, qu'est-ce qui vous a beaucoup plus marqué dans ce processus? Plusieurs choses. C'est surtout les remarques que nous avons eues. Alors, je ne parlerai pas de ce que les Congolais, pas les Congolais, une certaine classe politique qualifie d'opposition radicale, mais M. Mirassa, plusieurs fois sur votre chaîne, a insisté sur le fait que l'opposition version Mirassa n'ira pas à Ouando pour la concertation, parce qu'on sait ce que ça va donner. Depuis que Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir, il y a eu des forums, des colloques, des concertations, des dialogues, des négociations, et à chaque fois, nous avons la même chose. C'est-à-dire qu'on répète les mêmes bêtises. Et c'est pour cela que nous, au CRC, on était plutôt partants pour refuser la concertation. Donc, première remarque, la concertation n'a servi à rien, puisqu'on en voit les conséquences aujourd'hui. Mais par rapport au vote ou à l'organisation de l'élection, le scrutin lui-même, mais déjà, j'aimerais que vous invitiez ici sur votre chaîne M. Henri Bouka pour qu'on puisse en débattre avec lui. Moi, j'aimerais débattre de l'organisation de cette élection avec M. Henri Bouka et voir quelle est son éthique professionnelle, quelle est son éthique politique. Lorsque vous avez, première chose, on vire le candidat Moutom,
ça suppose que le candidat de l'UPADES reste candidat unique parce que la loi électorale ne prévoit pas le remplacement, alors que les listes électorales sont publiées, le remplacement d'un candidat. Mais le PCT a usé de gangstérisme. Il faut utiliser les mots qu'il faut pour que les gens comprennent. Le PCT a fait preuve de gangstérisme parce que le PCT ne réfléchit pas beaucoup. Le PCT s'est trompé en validant très vite l'exclusion de M. Moutom. Mais au final, le PCT se rend compte que c'est donc la candidate UPADES qui se met en pole position pour gagner cette circonscription. Or, oui, évidemment, puisque vous en parlez, le candidat Moutom avait été retiré et nous savons également que le dépôt des candidatures avait pour délai, je crois, jusqu'au 7 juin dernier. Et on a remplacé un candidat. Comment ont-ils fait et comment interpréter cela juridiquement? Il n'y a pas d'explication juridique puisque lorsque la campagne électorale, que ce soit l'élection locale, municipale ou présidentielle commence, lorsque l'État, en tout cas le dit, nous entrons en période de campagne, ça veut dire qu'on a terminé comment on appelle ça, la période de dépôt de candidature. Puisqu'on ne peut pas dire aux élèves, allez faire un examen aujourd'hui, mais par contre, les sujets, vous les aurez demain. Et souvenez-vous, je vous ai déjà dit, au Congo, c'est toujours les paradoxes. Donc, une fois que la campagne officielle commence, ça suppose que les listes électorales sont bouclées, c'est-à-dire qu'on connaît à la fois les candidats, mais aussi les listes des électeurs sont bouclées. Donc, à ce niveau, sur le plan administratif, il n'y a plus rien à faire. Et si par malchance, par accident, un candidat est retiré, on n'ajoute pas un autre candidat. Or, lorsque le PCT s'autorise à ajouter un candidat, il faut que M. Henri Bouka explique, en partant de la loi électorale et de la Constitution, qu'il cite les articles qui l'autorisent, lui, en tant que président de la commission électorale, d'ajouter le nom d'une candidate, alors même que nous sommes en pleine campagne électorale et que la date limite de dépôt de candidature est déjà passée. Donc, voilà le gangstérisme. Et c'est cette personne qui est finalement élue. Député. Donc, vous êtes en train de nous dire le candidat donc Moutom retiré et un autre candidat remplacé, disons, une candidature par réfraction. Et curieusement, c'est cette candidate qui va gagner, donc qui a été élue députée. Qui a été élue, et donc il faut que et le PCT et le président de la République, le Premier ministre, parce que ce sont eux quand même les garants de la République, si on peut appeler le Congo une république, et puis la commission électorale explique. Et moi, je pense que l'UPADES a tout le loisir de saisir la commission de recours, au moins sur WESO 2. Parce que si l'UPADES ne saisit pas la commission de recours sur WESO 2, il faut donc s'interroger sur les compétences intellectuelles et juridiques de la direction de ce parti. Parce que si puisque vous parlez déjà de l'UPADES, on a vu les candidats UPADES, c'est ce que nous apprenons d'ailleurs, hein, accompagner les candidats PCT en campagne. Pascal Linda, député Yabeto ya UPADES. Un nouveau fait. Belle fois famille vert. Nayayi, bakbani yangoka ya beno. Mais quel sañuan, non, mayen. Mat. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a quelque part une alliance secrète entre le Parti congolais du travail et l'UPADES? Dire une alliance secrète, ça va même au-delà du secret de Polichinelle. Vous savez, le secret de Polichinelle, comme ce secret où tout le monde sait, mais tout le monde fait semblant de ne pas savoir. Mais si on joue à ça, moi je rappelle ici que ce sont les vies des Congolais qui sont en jeu. Les Congolais souffrent, et je le répète souvent dans mes prises de parole. Moi je fais la politique pour que demain, la politique puisse améliorer la vie des gens. Parce que c'est la politique qui rend les gens pauvres. Ce ne sont pas forcément les hommes d'affaires ou les entreprises ou les entrepreneurs ou les employeurs. Ce sont aussi les décisions prises par les hommes politiques. Parce que la politique,
c'est le lieu de rencontre entre l'économique, le social, le politique. Et donc, les hommes politiques sont des arbitres de la vie sociale, de sorte que les gens vivent bien, que les gens soient protégés. Et lorsque dans ce jeu, vous avez le pouvoir et l'opposition qui marchent ensemble, le pouvoir reste le pouvoir, mais l'opposition cesse d'être l'opposition et devient une partie du pouvoir. Donc, lorsque vous avez déjà un ministre, semble-t-il, qui a été débauché par le PCT, appartenant à la direction de l'UPADS, mais dans n'importe quel parti crédible, ce monsieur est sanctionné, puisque lui-même a utilisé les mots quand même durs. Monsieur Perrin, nous sommes en politique, vous êtes journaliste. Qu'est-ce qu'on fait dans n'importe quel pays, soit-il le Congo, les États-Unis, la Chine, la Russie, la France, l'Allemagne, lorsque le porte-parole d'un grand parti vient et il dit « j'ai trahi mon parti ». J'ai trahi, je dis bien le mot. Le président de la République ne peut être jugé que pour cause de haute trahison. On n'a pas dit de haute gourmandisme. On n'a pas dit de haute sapologie. Excusez-moi. On a dit haute trahison. C'est-à-dire que même la loi sanctionne les traîtres. Et le seul motif pour lequel on peut juger Denis Sassou Nguesso, c'est si on peut démontrer qu'il a fait preuve de haute trahison vis-à-vis de la République, vis-à-vis de la nation. Mais vous avez, et c'est là où je ne comprends pas ce parti politique, vous avez quelqu'un qui a dit « j'ai trahi mon parti », il est toujours ministre, mais il est investi candidat de l'UPADS et on voit, comme vous l'avez dit, de plus en plus des responsables du bureau politique de l'UPADS battre campagne aux côtés des candidats du PCT. Lorsque nous sommes en République et que, moi, je vous donne l'exemple de Jeanne Dambenzé. Peut-être que beaucoup de Congolais ne le savent pas. Moi, j'ai eu la chance, pendant la transition politique au Congo, j'étais étudiant, donc j'ai pu me nourrir de toutes ces expériences. Jeanne Dambenzé est au PCT et son petit frère est avec les forces du changement de Kolela. Mais le petit frère explique très bien qu'en termes politiques, je ne cause pas avec ma grande sœur, c'est ma grande sœur, mais on ne parle pas politique. Et on n'a jamais vu le petit frère de Jeanne Dambenzé dans les meetings de Jeanne Dambenzé et vice-versa. Je ne dis pas qu'il faut casser les liens de parenté et les liens familiaux. Là n'est pas mon propos. Mais on évite d'avoir sur son corps les titilatures et les attributs de l'UPADS et on s'affiche dans un meeting du PCT. Et on nous balance des excuses bidons qui ne servent à rien. Et ce n'était pas l'unique cas. On nous a rapporté le cas du cordeau du Quilou, reste à vérifier, qui serait parti dans les Sahara battre campagne pour les candidats PCT. Et ça s'est multiplié un peu comme ça dans le fief de l'UPADS. Donc, pour moi, ce parti a cessé d'être un parti de l'opposition. C'est maintenant un parti au pouvoir. C'est un parti de la majorité présidentielle. Parce que être parti de la majorité présidentielle, il n'y a pas de document juridique pour ça. Ce sont les comportements des partis politiques qui font qu'on soit de l'opposition ou de la majorité présidentielle. C'est par les comportements, c'est par les actions de terrain. Or, les actions de terrain confirment aujourd'hui qu'il y a bien une alliance entre l'UPADS et le PCT et que l'UPADS joue sur le terrain avec le PCT. Alors, il y a un autre aspect qui a retenu aussi l'attention des Congolais, c'est qu'une personne qui n'a pourtant jamais été candidat, qui n'avait jamais candidaté, mais qui a été élue député. Les résultats ont été lus par le ministre de l'administration du territoire. Quelle interprétation donner à cette situation, par exemple? Ça se passe à Mosenjo. À Mosenjo, oui. Oui. Soni Laboutansi avait écrit, je crois que c'est un roman, La République des Bilaouki. En français, à l'époque de Marien Ngouabi, si je ne me trompe pas. Sous Marien Ngouabi, et c'est d'ailleurs la plupart des œuvres de Soni Laboutansi sont interdites au Congo. C'est dommage, mais ça fait partie de notre patrimoine et ce serait bien que les Congolais puissent se nourrir des écrits de Jean Malonga, de Soni Laboutansi, de Kaya Outamsi, pour voir un peu d'où nous venons. La marmite de Kokambala, c'est une pièce de théâtre que j'aimerais bien qu'on la joue souvent au Congo, pour voir quelle est la place aussi de la jeunesse dans notre pays. Mais revenons à ce cas typique. Vous avez une commission électorale qui publie la liste des candidats. La personne n'est pas dans la liste. On vote. Comment on a pu voter pour quelqu'un qui n'est pas inscrit dans la liste des candidats et donc qui n'a pas de bulletin de vote dans les bureaux de vote? Attention, parce que quand on dit ça comme ça aux Congolais, mais il n'était pas candidat, on l'a proclamé gagnant, mais il faut que les Congolais se rappellent le processus électoral. C'est-à-dire qui est allé dans le bureau de vote
a choisi le bulletin de ce monsieur, puisque n'étant pas candidat, il n'a même pas de bulletin. Et comment, dans le procès-verbal électoral, le procès-verbal de cette circonscription, son nom soit apparu dans tous les bureaux de vote. Vous imaginez? Tous les bureaux de vote, ce n'est pas un, deux, mais tous les bureaux de vote pour le déclarer enfin vainqueur. Avant de déclarer quelqu'un vainqueur, je pense que la commission électorale régionale autre vérifie que la liste des candidats correspond au bulletin, correspond au vote, au nombre de voix, et ainsi de suite acheminé au niveau du département, le niveau départemental envoie au niveau national, jusqu'à M. Henri Bouka, personne ne s'est rendu compte d'une erreur, si tant est que c'est une erreur. Mais on est où? Et qui le signale? C'est le maire de Mosséinjo, si j'ai bien compris, qui écrit au préfet du Niari pour signaler que celui qu'on vient de déclarer élu n'était même pas candidat. Et à ce jour, ni le ministre chargé des élections, ni M. Henri Bouka, personne ne vient donner des explications aux Congolais. C'est du foutage de gueule, si je veux être gentil. Mais sincèrement, c'est un manque de respect vis-à-vis des populations. Et on veut nous dire que le vote s'est bien passé. Regardez les soi-disant partis de l'opposition qui sont passés sur Télé Congo pour donner leur impression sur les votes, qu'il s'agisse de l'UPADES ou de Yuki, aucun n'a pointé ce genre de dysfonctionnement grotesque. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est inacceptable. Et les Congolais ne peuvent pas accepter de telles pratiques. Nous sommes devenus un pays qui donne de l'excellence aux tricheurs, aux voleurs, aux menteurs. Et j'ai posé la question à M. Henri Bouka. Est-ce que lui, il accepterait que lui, sa femme, ses enfants soient opérés par un chirurgien quand il entend les infirmières à côté dire « Mais ce chirurgien ne s'était même pas présenté dans la salle d'examen, on lui a donné son diplôme comme ça. » Il serait content que ce chirurgien puisse l'opérer? Est-ce qu'il accepterait d'avoir comme chauffeur quelqu'un dont on dit « En fait, le jour de l'examen pour passer le permis, il avait fui, il n'était pas venu, donc on n'est pas sûr de ses compétences au volant. » Il accepterait de le prendre comme chauffeur? Et pourquoi ils le font alors qu'il s'agit quand même d'une élection majeure? Ces gens qu'on envoie à l'Assemblée, M. Perrin, ce sont eux qui vont nous fabriquer des lois. Alors, comment voulez-vous fabriquer les lois de la République, des lois qui vont structurer la République en partant des fraudeurs, des menteurs, des voleurs? Quelle est l'éthique politique au Congo? Quelle est la morale politique au Congo? Évidemment, donc la fraude, comme on a dit tout à l'heure, la tricherie, voilà qui ont caractérisé d'ailleurs ce processus électoral. Mais il y a un autre aspect qui n'est pas du tout négligeable, c'est que depuis la publication de ces résultats, il y a un petit bruit, je dis comme ça, je parlerai de rumeurs où le parti, disons, UDH-Yuki et l'UPADES murmure autour du statut du chef de l'opposition. C'est comme s'il y a déjà ce duel-là entre ces deux partis, surtout que chacun d'eux a eu 7 députés. Donc, voilà un peu le débat aujourd'hui, comme qui dirait un pavé jeté dans la mare. Et qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Quelle explication donner à cette situation-là, par exemple? On voit encore le désordre. En fait, au Congo, nous avons cette capacité d'organiser le désordre. Tout à l'heure, dans mon analyse, je disais que, en réalité, quand on voit le comportement de l'UPADES n'est pas un parti de l'opposition, c'est un parti de la majorité présidentielle. Donc, lorsque vous avez la manière dont les candidats, certains responsables de l'UPADES sont allés battre campagne avec des attributs de l'UPADES sur le corps, vous avez un ministre de l'UPADES au gouvernement. Attendez, il y a eu des précédents, parmi lesquels Clément Mwamba, paix à son âme, mais bien avant lui, il y en a eu d'autres qui ont rejoint le gouvernement contre l'avis du parti. Ils ont été exclus du parti. Et eux-mêmes ont pris leur carte au PCT. Si je ne me trompe pas, le Premier ministre, feu Clément Mwamba, avait pris sa carte au PCT. Donc, les choses étaient claires. L'UPADES avait des arguments pour dire « Nous sommes toujours de l'opposition. Ceux qui ont rejoint le PCT ont été sanctionnés. Ils ne font plus partie de l'UPADES. » Or, quand vous prenez le cas du ministre Saï, qui, par ailleurs,
je qualifie de traître, puisque ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui s'est auto-octroyé cette qualification. Tous les militants étaient d'avis qu'il ne serait pas le candidat de l'UPADS à Dolezi 2, même si nous l'avons dénoncé sur votre chaîne. Sauf qu'il a été le candidat de l'UPADS et il est au gouvernement. Mais comment on appelle une telle alliance? C'est que l'UPADS fait partie de la majorité présidentielle. Donc, moi, je serai responsable de Yuki. J'écrirai, je ne sais pas qui signe le décret, puisqu'on ne sait même pas qui signe le décret nommant le chef de l'opposition. Eh bien, j'écrirai à cette autorité pour dire le chef de l'opposition revient de droit à Yuki. Voilà mes arguments. L'UPADS travaille avec vous, fournir les images des responsables de l'UPADS battant campagne à côté du PCT, et puis le fait que M. Honoré Saï se trouve bien au gouvernement avec la bénédiction de l'UPADS. La seule chose qui devrait faire la différence, si les responsables de l'UPADS n'avaient pas fait campagne avec le PCT, et si d'autre part, Saï avait démissionné de l'UPADS, ou encore la direction du parti maintenait la sanction de Saï tant qu'il restera au gouvernement. Mais si vous enlevez tout ça, du point de vue juridique, l'UPADS fait partie de la majorité présidentielle. Donc, le reste, c'est du business bidon, c'est de la réalité congolaise où Ebonga Bongate toujours meilleur, comment on appelle ça? La honte ne tue pas, voilà, des expressions comme ça que Sassou nous a ramené lorsqu'il est arrivé président le 5 février 1979. Mais le déclin du Congo a commencé, le vrai déclin du Congo a commencé le 5 février 1979 avec des qualificatifs. Moussala l'État, Basala Kamalembe Malembe, et Bongaye Bongate toujours meilleur. Voilà. Donc, c'est ça. Et donc, du coup, cette pagaille fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation où un ministre, peut-être un ministre au gouvernement, peut être candidat d'un parti d'opposition. Alors moi, M. Saï, attention, hein, il est professeur de philosophie. Au lycée, il a enseigné la philosophie politique et j'aimerais bien qu'au regard de la philosophie politique, qu'il explique le système qu'ils ont mis en place entre le PCT et l'UPADS. Ce serait quand même intéressant et édifiant pour les Congolais. Nous parlons tout à l'heure d'un monsieur qui a été élu sans avoir candidaté. Il y a eu donc aussi des fraudes massives d'ailleurs. Mais il y a également cette situation de Mouyondi où toutes les attentions avaient été cristallisées. En duel, Madame Mounari et la ministre Mikolo. Apparemment, une élection sans enjeu, parce que, comme on l'a dit d'ailleurs, dès le premier tour, le PCT avait déjà acquis sa majorité, sa large majorité, il faut le dire. Mais curieusement, on a voulu présenter cette situation et on a créé même du suspense autour. Quelle interprétation peut-on donner? Quelle explication peut-on donner à cette situation? Pourquoi en avoir arrivé là? Alors, je pense qu'on peut se satisfaire de constater que les Congolais ne sont pas dupes, que les Congolais savent ce qui se passe. Et d'ailleurs, je pense qu'ils sont nombreux, ceux qui ont déjà parlé de cette situation-là. Mais c'est un non-événement, ce qui s'est passé à Mouyondi. Et je vois même certains dire que Mouyondi est un exemple, il faut que tous les partis s'inspirent de Mouyondi, il faut que le président de la République s'inspire de Mouyondi. Je pense qu'il y a une seule chose que le pouvoir a raté, mais vraiment raté, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est le fait de ne pas fermer Internet. Le fait qu'on n'a pas fermé Internet, ça a permis au monde entier, mais au monde entier, de vivre ce qui se passe au Congo à chacune des élections. Et je pense que cet élément a été peut-être quelque chose qui a pu secouer et un peu déstabiliser le pouvoir. Parce que voir les fraudes, vous savez, l'élément déterminant dans ce processus électoral, c'est de voir les fraudes dans les circonscriptions tenues par le pouvoir. Quand on voit que, moi je l'ai dit sur votre chaîne, quand on voit que le PCT est obligé de tricher à Evo, à Wenze, Talangayi, qui sont les candidats là-bas? La famille du président. Comment, dans des circonscriptions où ce sont les membres de la famille présidentielle qui sont candidats, dans ce qu'ils considèrent comme leur fief, ils soient obligés de procéder à des fraudes massives. C'est dire le rejet, mais vraiment le rejet massif de la politique de Sassou Nguesso et de Sassou Nguesso lui-même avec ses enfants et sa famille. Mais curieusement, M. Didier Mouni, donc, pour revenir à cet événement,
Juste pour revenir à cet événement de Muyonzi. Oui, vous allez revenir sur l'événement, mais juste une petite question intermédiaire, c'est que malgré ces fraudes, les tricheries, aucune élection n'a été annulée ni reprise. Tous sont passés, certains à 100%, malgré les preuves. C'est ce que j'allais dire, certains à 100%. Mais je pense que si vous regardez le fil de la proclamation des résultats, puisque c'était proclamé au fur et à mesure, quand ils se sont rendus compte de tout ça, ils ont commencé à créer des diversions. Par exemple, la fille de Sassou qui échoue dans le pool, c'est une diversion, puisqu'on triche partout. Pourquoi c'est la seule circonscription où il y aurait le sérieux? Pourquoi? Mais pour dire aussi qu'une Sassou Nguesso peut perdre l'élection sans qu'il y ait des vagues, et même elle-même, elle fait semblant de condamner un peu les fraudes et puis saisir la commission électorale. Donc, tout ça, c'est de la manipulation et tout ça, c'est pour endormir les populations parce qu'ils ont bien vu, en tout cas le pouvoir a bien vu que maintenant on sait qu'ils trichent puisque nous en avons les preuves. Et moi, je félicite, je félicite le courage des Congolais qui attrapaient ces gens-là. On a vu des gens à moto, on a vu des gens en voiture, on a vu des gens à pied avec les sacs et assez curieusement, ce n'est même pas, et là, j'ai envie de dire à M. Ndengue qui gère la police, la force publique, à aucun moment, il n'a s'agi de la police ou de la gendarmerie. Ce n'est ni la police ni la gendarmerie qui arrêtent les malfrats, les fraudeurs, les tricheurs. C'est la population. C'est pour vous dire la vigilance aujourd'hui, la vigilance, la maturité de la vigilance de la population congolaise. Et donc, ce peuple a besoin d'être édifié, a besoin d'être encouragé et surtout a besoin d'être organisé pour que le peuple comprenne que là, c'était peut-être le premier niveau, mais il faut aller beaucoup plus haut, beaucoup plus loin dans l'opposition face à ce pouvoir. Alors, maintenant, vous étiez sur revenons donc, voilà. Mais Muyonzi obéit à la même réalité. Qu'est-ce qu'il faut donner en contrepartie pour calmer un peu le jeu, pour montrer que, en réalité, l'élection s'est bien passée? Mais en réalité, quand vous donnez-moi à travers le monde, même dans les vraies démocraties, c'est rare qu'un candidat, une candidate aille au deuxième tour après avoir eu 49,42% de voix au premier tour. Ça, on a vu ça nulle part. Mais il faut donc garder ce suspense pour que les gens soient totalement focalisés sur Muyonzi. Et comme ça, on oublie la pagaille, les fraudes, tout le reste. Et donc, on va amplifier le bruit de bottes, le Premier ministre qui débarque là-bas, on a envoyé je ne sais pas combien de contingents de militaires, et donc on fait monter comme ça la pression, tout le monde est focalisé sur Muyonzi, comme ça on oublie le reste. On oublie le reste. Et donc, et puis on fait croire que, ah oui, mais il y a eu des fraudes, donc Mikolo a gagné, non, Mounari résiste et tout, mais en fait tout ça ne sert pas à la cause des Congolais. Qu'est-ce que ça change dans la vie des Congolais? Qu'est-ce que ça change? Ça donne une apparence d'une démocratie au Congo, mais pour des gens comme nous, pour beaucoup de Congolais, ça n'enlève rien dans la médiocrité avec laquelle cette élection législative a été organisée. Et puis, regardez même au deuxième tour. Tantôt, on donne Yuki à 8 députés, parmi les informations qui circulaient, du PADES à 6, tantôt ils sont à égalité, pour qu'à la fin, les deux soient à 7-7, mais tout ça, c'est pour, comment dire, endormir les consciences. Et aujourd'hui, quel est le discours, quel est le débat aujourd'hui? C'est entre Yuki et l'UPADES pour savoir qui aura la responsabilité de la majorité. Et donc là aussi, le pouvoir est en train de réfléchir. Est-ce qu'on garde Pascal Tsatima-Biala, chef de l'opposition? Pourquoi? Pour quel intérêt? Est-ce qu'on donne le chef de l'opposition à Yuki? Pourquoi? Pour quel intérêt? Quand ils auront décidé, dans ce moment-là, ils vous le feront savoir. Mais tout ça pour démontrer encore que dans une dictature, aller voter ne sert mais vraiment, vraiment à rien. Vous pouvez aller voter qui vous voulez, comme vous voulez. Le pouvoir fera ce qu'il veut, sauf si en face, le peuple est capable de prendre ses responsabilités et de se révolter.
Alors finalement, on va se retrouver avec une assemblée, dirait-on, des enfants d'eux. On parle déjà d'ailleurs de la parentocratie au Congo-Brazzaville. Et nous avons vu beaucoup les candidats d'ailleurs qui sont en réalité les enfants d'eux. Et d'ailleurs, Denis Sassou Nguesso lui-même en a beaucoup, même si certains n'ont pas pu être élus, ont échoué. Mais quelle crédibilité pour la future Assemblée nationale congolaise? À quoi elle va ressembler en fait? Alors, je ne sais pas si vous avez vu, je crois que c'est Et sur pour quel Facebook. intérêt? Oui, je disais, je ne sais pas si vous avez vu, et je pense que c'est sur Facebook, les enfants d'Aïessa faisaient une blague, puisque je crois qu'il y a le fils Aïessa. Je ne savais même pas qu'il était candidat, mais il y a le fils Aïessa qui fait une blague où les autres lui disent, ah tiens, il y a, je ne sais plus quel est son prénom, Brice ou je ne sais pas quoi, Aïessa, qui va poser la question à son père ministre Firmin Aïessa. Et donc, vous voyez dans quelle république nous sommes. Ceux qui parlaient des républiques bananières, je pense que nous avons dépassé ce qualificatif et on est vraiment dans du Soni Laboutansi, la République des Bilaouki. Parce que déjà, rien que les enfants, les neveux, les nièces de Sassou Nguesso, vous avez à peu près entre le quart et le tiers de l'Assemblée nationale. Regardez, entre le quart et le tiers de l'Assemblée nationale, c'est la famille Sassou Nguesso. Le fils Firmin Ayessa, mais on sait tous que Sassou a eu un enfant avec la fille de Firmin Ayessa. Donc, comme disent les Kamba Dondo, yeto na yeto. Hein? Donc, c'est un parlement yeto na yeto. Ce n'est pas un parlement de débat. Ce n'est pas un parlement de construction, de réflexion, de proposition, de contrôle du gouvernement, de création des lois, les lois de politique sociale, les lois de politique publique, incitatives de création d'emplois, les lois de politique sociale de protection des plus faibles, une assemblée qui va donc proposer des lois pour les personnes en situation de handicap, pour les familles en grande précarité. On nous a parlé de la loi rectificative, la loi finance rectificative. Mais regardez le débat, M. Perrin. On ne vous dit pas en quoi cette loi rectificative va changer la vie des gens concrètement. La politique est une science. Et quand je dis science, c'est-à-dire qu'avec des données quantifiables, vérifiables, expérimentables, lorsque on fait passer le budget de l'État de 1900 milliards de recettes à plus de 2000 milliards de recettes et de 1700 milliards de dépenses à environ 1900 ou 1800 milliards de dépenses, mais les dépenses, c'est des dépenses concrètes. Quand Sassou va acheter ses costumes, il voit les costumes qu'il achète. Il les met sur son corps, il les porte, tout le monde les voit. Les cravates, pareil. Les montres, les chaussures, pareil. Mais pourquoi, quand il s'agit du budget de l'État, nous sommes dans des chimères, dans des mondes imaginaires? Puisque nous allons avoir les recettes, c'est ce qui est prévu, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi finance rectificative. On passe de 1900 milliards de recettes à plus de 2200 milliards de recettes. Donc, c'est de l'argent qui va entrer dans les caisses de l'État, M. Perrin. Que ceux qui nous suivent comprennent. C'est-à-dire, cet argent, c'est le salaire du Congo, si je peux imaginer. C'est comme si on va travailler et on gagne 2000 milliards de francs CFA. Ça, c'est rente. Mais pour vivre, je n'ai besoin que de 1700 milliards ou 1800 milliards. Mais vivre, c'est quoi? C'est que je paye pour ma santé, je paye pour la scolarité des enfants, je paye pour mon habillement, je paye pour mon loyer, pour tout. Donc, tout cet argent est dispatché dans tous les ministères. Les ministères de transport, l'agriculture, la pêche, la sécurité, l'emploi. Mais où va cet argent, puisque l'argent rentre dans les caisses de l'État, si je peux le dire comme ça, si ça ne finit pas dans les paradis fiscaux, comme on a souvent vu dans certaines émissions? C'est ça. Et donc, les députés doivent contrôler tout ça. Ils doivent contrôler tout ça. Mais comment peuvent-ils contrôler tout ça quand ils savent qu'ils ont été faits députés par la grâce de Denis Sassou Nguesso ou, comme on entend, de Christelle qui positionne, de Bouya ou de X ou Y? Comment peuvent-ils contrôler l'action du gouvernement quand ils ont été envoyés là-bas par les mêmes membres du gouvernement qui sont leurs amis? Donc, ça pose une question de conflit. C'est un gros mot quand je dis conflit de loyauté ou conflit d'intérêt, ce sont des gros mots. Mais on voit bien. Et puis, il y a une chose que je voulais dire sur votre chaîne, M. Perrin. Dites-moi, qui a entendu un seul député parler des Congolais?
Moi, je les ai vus danser dans les images, je les ai vus danser. Oui, pendant les campagnes, personne n'a présenté Pendant les son campagnes programme. législatives, premier, deuxième tour, on les a vus danser, on les a vus chanter dans leur langue maternelle, on les a vus crier, applaudir et tout. Mais en fait, on ne sait pas, que ce soit du côté de l'UPADS et du côté du PCT ou de Yuki, même de Mme Mounari, je n'ai pas vu quelqu'un assis en train d'expliquer la misère des Congolais, les situations que vivent les Congolais. Le Congo a le deuxième plus grand fleuve du monde. Le poisson meurt de vieillesse et de stress. Le Congo a des cours d'eau derrière toutes les maisons. Sassou a le loisir de nous dire qu'on a découvert le pétrole dans le delta du Nil, derrière la fenêtre de sa maison à Oyo, et il n'a pas le loisir de donner de l'eau aux populations du Nord, alors qu'il y a des cours d'eau douces partout. Personne ne parle de ça. Ils nous disent qu'ils ont construit des hôpitaux, mais ils fuient se soigner à l'étranger, et les Congolais ont peur d'aller dans les hôpitaux parce que le CHU devient le CHTU. On est où? Voilà le problème de notre pays. Ben, voilà le problème du Congo-Brazzaville. En tout cas, nous sommes à la fin de cette émission. Le temps touche évidemment à sa fin. Une dernière préoccupation, un message à l'endroit des Congolais qui continuent évidemment d'aller participer à ces élections. Les jeunes qui sont candidats ici, ceux qui perçoivent, comme vous l'avez dit d'ailleurs, quelques miettes d'argent pour aller continuer à participer à leur propre malheur. Alors, quel message adressé aux Évidemment, Congolais? vous avez raison de dire continuer à participer à leur propre malheur. Je ne sais plus si c'est Bob Marley ou quel panafricaniste a dit un peuple qui ne prend pas conscience de sa misère, qui ne prend pas conscience de sa situation de colonisé, d'esclave, et qui ne se révolte pas contre ça, qui ne se révolte pas contre ça, au prix même de sa vie, ne mérite pas qu'on puisse s'apitoyer sur son sort. Voilà. On ne mérite pas. Aujourd'hui, on voit les Africains, on a vu le président Macron faire le tour de l'Afrique avec le ministre des Affaires étrangères russe, mais on s'en fiche royalement, quoi, que les gens fassent le tour de l'Afrique. Nous, on peut manger sans avoir besoin d'importer les produits d'Ukraine. Le Congo est un pays agricole. Nous avons des terres d'agriculture immenses. Donc aujourd'hui, le dernier message que je peux encore marteler ici, c'est toujours par ça que je termine, que les Congolais comprennent que le Congo leur appartient. La richesse qu'ils admirent des gens du pouvoir, c'est la richesse du peuple congolais, et le peuple congolais doit récupérer sa richesse. Tout peuple qui veut bien vivre, que ce soit le peuple américain, le peuple chinois, le peuple français, tous les peuples qui vivent bien dans le monde, ce sont des peuples qui sont passés par des phases de révolution, et parfois les révolutions les plus sanglantes. Je demande encore aux Congolais de reprendre leur cours sur la Révolution française. Les populations de Paris ont pris la Bastille alors qu'en face, il y avait des militaires armés et eux, ils étaient mains nues. Il faut regarder à la fois la guerre de sécession et la révolution américaine. Ça n'a pas été une partie de plaisir. Donc, lorsque on veut bâtir une nation, on ne bâtit pas une nation sur des sentiments amoureux. On bâtit une nation sur la morale, sur l'éthique, sur la déontologie. Et pour cela, on ne peut pas accepter le désordre et la pagaille. Un président, un pouvoir qui n'a pour attention, qui n'a pour envie que son propre bien-être, ne mérite pas d'être président. Ce pouvoir ne mérite pas de diriger les gens. Gouverner, c'est s'occuper des plus faibles. C'est s'occuper des populations. Monsieur Perrin, d'année en année, on n'a toujours pas d'électricité. Est-ce qu'on a des ingénieurs électriques en électricité au Congo? D'année en année, on n'a pas d'eau. Mais à quoi nous servent les sociétés de fabrication, de transport et de distribution de l'eau? D'année en année, on n'a toujours pas de train. D'où, aujourd'hui, je demande des débats, même avec les gens qui gèrent ces entreprises-là, qu'ils viennent expliquer qu'est-ce qui ne va pas chez nous. Je termine par là, M. Perrin. Entre nous et les autres, entre les autres et nous, est-ce que c'est une différence de nature? Alors, dans ce cas, on ne fait rien, on laisse tomber. Même moi, je ne parle plus. Parce que c'est la nature qui est comme ça. On ne peut pas corriger la nature, ce n'est pas facile. Donc, la différence est des natures. Il y en a ceux qui savent, qui peuvent, nous qui ne savons rien, qui ne pouvons rien. Mais si c'est une différence que de degrés, c'est-à-dire si on varie le degré, on peut être comme les autres, allons-y. Si les autres sont à 90 degrés et que nous sommes à 30, eh bien, chauffons un peu. On monte et puis on les égale. S'il faut refroidir, eh bien, si on est à 90 degrés, il faut descendre à 60. Allons-y. Qu'est-ce qui se passe chez nous?
La différence entre nous et les autres, est-ce une différence de nature ou une différence de degré? Voilà la question que je pose aux Congolais. Qu'ils prennent conscience et qu'ils brisent les chaînes mentales et qu'ils fassent le job. Et le job, c'est la révolution du fleuve, car le fleuve symbolise notre colonne vertébrale. Et autour du fleuve, nous bâtirons la nouvelle nation et la nouvelle république. En tout cas, merci, monsieur Didier Mouini-Volo. Je rappelle que Merci vous êtes spécialiste des relations internationales, la porte-parole du Congrès pour la Renaissance du Congo. En tout cas, merci du temps que vous avez eu pour nos téléspectateurs. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, mais surtout, n'oubliez pas de cliquer sur les étoiles pour aider financièrement votre canal d'information Keller TV. Si vous nous avez rejoints pour la première fois, ne manquez pas de vous abonner pour être prévenu de nos prochaines productions. Merci et on se retrouve très bientôt.